Build & Connect, le podcast qui donne la parole à ceux qui construisent aujourd'hui le bâtiment de demain. En novembre 2022, s'est tenue la 5e édition du colloque international. 2 journées riches en conférences, tables rondes, retours d'expérience et moments de networking. 2 jours pour donner l'impulsion, susciter des collaborations et changer d'échelle. Build & Connect, un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, seul pôle de compétitivité entièrement dédié au bâtiment, et par l'Université de Strasbourg avec le soutien de 15 entreprises mécènes. Bonjour à toutes et tous. Donc merci d'être là aujourd'hui pour la deuxième journée de Build & Connect. On va commencer ce matin avec un retour d'expérience sur construire des bâtiments pour une ville bas carbone et résiliente. On a trois intervenants aujourd'hui. Et du coup, voilà, il y aura les 2 premières interventions qui seront en français et la dernière qui sera en anglais. Je vais, enfin, sans plus tarder, déjà, dans tous les cas, merci d'être là aujourd'hui parce que voilà, c'est important pour nous, important pour les intervenants. Et je vais pouvoir passer la parole à Armand Dubois, qui va pouvoir vous présenter un projet de construction d'un lycée à Clermont-Ferrand, si je ne me trompe pas. Et voilà. Ben, merci Armand. Tout à fait. Bonjour à tous. D'abord, je suis ravi de pouvoir vous partager ce retour d'expérience donc du lycée de Clermont-Ferrand. Il y a petite zapette. Oui, c'est ça. Et voilà. Ah voilà. Donc c'est le lycée Gergovie qui se situe donc à Clermont-Ferrand, qui vient en remplacement. Donc c'était un souhait de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a investi dans son système d'éducation. Donc en remplacement de 2 lycées, le lycée Marie Curie et Camille Claudel. Donc ce sont des lycées d'enseignement professionnel avec donc également des enseignements généraux. Et donc c'est un lycée pour lequel nous avons répondu à un marché global de performance avec le cabinet d'architecture CRR, et avec surtout un haut niveau de performance environnementale. Donc nous visions le label, le niveau E4C2 du label E+C-, avec aussi des notions d'économie locale et de ressources de matériaux locaux. Donc ici, c'est une petite vue d'ensemble du lycée. Donc on a 16 500 m² de plancher au sol, avec tout en haut du projet des logements de fonction. On a 8 logements de fonction. Sur la partie gauche, la partie restauration, et derrière, on peut voir 3 gros ateliers d'enseignement professionnel et un bâtiment d'enseignement généraux avec sur un R+2, donc 3 niveaux. Tout ce qui est en jaune, ce sont des murs qui sont isolés avec de la paille. Donc ça, c'est ce qui démarque un petit peu ce lycée. Nous avons également utilisé du béton bas carbone pour tout ce qui est fondation et donc les noyaux de stabilité. Et pour la partie cuisine, donc là nous avions des murs plutôt standards avec une isolation laine de roche pour des questions d'hygrométrie dans les cuisines. Donc ici, là, je vais vous présenter une petite vidéo afin de voir de quoi nous... Alors je sais pas si ça fonctionne. Ah voilà. C'est une petite vidéo qui permet de voir un petit peu en image le lycée et sa construction. Donc, pour ce lycée, nous avons mis en place un atelier nomade à proximité du chantier, qui, dans un but de vraiment réduire l'impact carbone sur les transports. Donc, l'ensemble des murs a été fabriqué à proximité du chantier, donc à moins de 20 km, et la paille également provient des plaines de la Limagne, donc à moins de 20 km également du lycée. Donc, on est sur une ressource ultra locale, avec l'utilisation de bois français à 100% et maximum de bois issus des forêts du Massif central. Là, on peut voir la mise en œuvre sur chantier avec les compagnons des phages. Là, on a eu toute une formation interne pour la mise en œuvre des structures bois, aussi bien dans l'atelier de production situé au Martre de Verre que sur le chantier. On voit tout le système poteau-poutre, lamellé-collé avec du bois Douglas, je répète, issu des forêts du Massif central. Là, on traverse le bâtiment d'enseignement général, donc il y a un R+2. Avec un apport de lumière, un puits de lumière central. Sur le toit, on va bientôt pouvoir voir, nous avons mis 2000 m² de panneaux photovoltaïques, donc avec une puissance de 400 kW crête pour ces panneaux qui viennent répondre aux besoins énergétiques du bâtiment pour la partie électricité. Et pour la partie chauffage, donc là on a mis en place 2 chaudières de 300 kW qui viennent répondre aux besoins de chauffage du lycée. Il a également été mis en place sur ce lycée la récupération de l'eau pluviale avec une cuve de 650 litres d'eau de récupération d'eau pluviale
pour l'utilisation des eaux sanitaires. Donc à l'intérieur, c'est une volonté plutôt architecturale de laisser le maximum de bois apparent pour avoir cette sensation un peu chaleureuse du bois dans ce lycée. Et rappeler également que toute la structure est en bois. Parce que les murs, malgré qu'ils soient isolés en paille avec une structure bois, on ne voit pas voilà, ce sont des matériaux qu'on ne voit pas, qui sont protégés et donc cachés par des plaques de BA13. Voici quelques images. Donc là, ça c'est la salle polyvalente. On a des salles CDI. Donc les 5 enseignements professionnels qui sont intégrés dans ce lycée, ce sont donc l'esthétisme, coiffure, tout ce qui est assistance, soins, santé à la personne, les métiers de l'électricité et de l'environnement et l'économie bleue, économie circulaire. Donc sur ce projet on l'a réalisé en co-traitance, enfin en groupement avec CRR Architecture et comme mandataire Eiffage Construction Auvergne. Donc Eiffage Construction Auvergne, pour apporter ses solutions by Eiffage, s'est rapproché de Eiffage Savard. Voilà, les différentes parties prenantes du groupement. Donc Eiffage Savard, en quelques mots, c'est une entreprise qui a rejoint le groupe en 2018. C'est un fabricant de charpente industrielle et de murs à ossature bois, avec 3 ateliers de production qui sont situés dans le nord de la France, en Normandie. Donc nous avons une certaine expérience. Voilà, aujourd'hui, on produit 2500 charpentes par an environ, et un peu plus de 40 000 m² de murs à ossature bois. Nous avons également un bureau d'études intégré, donc qui va réaliser tout ce qui est les études EXE et PAC. Donc PAC, c'est plan d'atelier et chantier. Donc avec une modélisation 3D. Le BIM, c'est vrai que dans les métiers de la charpente, c'est quelque chose qui a été intégré depuis bien longtemps. Alors le BIM maintenant, dans tous les cas, on modélisait tous nos bâtiments en 3D pour pouvoir les usiner sur des machines à commande numérique. Et donc l'intégration du BIM, c'est venir mettre des attributs complémentaires pour répondre aux usages du BIM. Donc pour revenir sur le lycée, les types de structures qui ont été mises en œuvre. Donc on a toute une infrastructure qui est une infrastructure et la stabilité par des noyaux béton bas carbone. Nous avons mis ensuite en super donc toute une structure poteau-poutre lamellé-collé avec des planchers CLT donc qui viennent faire le diaphragme également des bâtiments. Et des murs porteurs isolés en paille. Donc on peut voir à droite qui ont été produits à proximité du chantier. Le mur en paille est le suivant, donc c'est un mur qui est relativement épais. Nous avons utilisé des bottes de paille, donc la petite botte standard, un produit issu de l'agriculture. Donc c'est une épaisseur d'isolant de 36 cm, avec une épaisseur totale de complexe d'à peu près 50 cm. Le lambda de la paille, donc il est de 0,52, donc un peu moins performant qu'une laine de roche, mais avec l'épaisseur, on arrive à avoir un R total de mur, compris le doublage intérieur, de 9 m² Kelvin par watt. Donc c'est quand même une résistance thermique assez importante et qui vient apporter, en plus d'un confort d'hiver, il vient apporter également un confort d'été, puisque l'isolant a une masse volumique donc dans le mur d'à peu près 100 kg par mètre cube. Donc qui vient apporter une certaine inertie et un déphasage intéressant pour le bâtiment. Ensuite, donc, pour accentuer notre démarche dans la réduction de l'empreinte carbone, nous avons travaillé principalement avec des acteurs locaux pour réduire cette empreinte carbone. On peut voir donc, sur la map, la majorité des acteurs sont situés autour de Clermont-Ferrand. Donc 90% du chiffre d'affaires a été réalisé par des entreprises locales. Ça, c'est quand même assez important de le préciser. Et nous avons également mis en place donc, un certain recrutement et formation pour répondre justement aux besoins de production de ce lycée. Et ensuite, pour rendre un peu inviolable notre volonté et pour on va dire, prouver l'origine des matériaux, donc on a mis en place avec un audit qui c'est Product DNA, la traçabilité des matériaux. Donc l'objectif était de remonter l'origine des matériaux dans la chaîne de valeur. Donc Product DNA a contacté tous les fournisseurs afin de trouver l'origine des matériaux. Donc on est capable aujourd'hui de justifier une origine de 100% bois français et 85% de bois d'origine du massif central, ce qui est quand même assez important. Grâce à l'action Reforest aussi, nous avons replanté 2000 arbres à travers la construction de ce lycée. Et donc pour l'atelier Nomade, donc c'est l'entreprise Eiffage Savard donc, qui a ses ateliers en Normandie, a souhaité donc pour réduire son empreinte carbone ouvrir un atelier local
Donc cet atelier a plusieurs atouts, hein. Ça permet d'être plus polyvalent et avoir une souplesse pour répondre aux besoins du chantier. Donc nous sommes descendus avec 2 personnes Savard et nous avons recruté une dizaine de compagnons en local, compris un technicien bureau d'études, qui voilà, approvisionné le lycée, l'atelier de plans de fabrication d'ateliers. Donc cet atelier était déjà équipé, hein. C'était un atelier, un bâtiment équipé de ponts roulants dans lequel voilà, nous avons adapté. Donc nous avons installé des tables à ossature bois, assez simples, hein. Vu qu'on n'avait qu'un an de production, on n'a pas équipé l'atelier d'un gros outil industriel. On est plutôt resté sur un type de fabrication un peu artisanal, mais en même temps mi-artisanal, mi-industriel. Donc on a mis 1 mois à installer et à mettre en conformité l'atelier. Nous avons pris à peu près 2 à 3 mois de rodage et de formation des compagnons pour avoir une production assez fluide jusqu'à septembre 2021. Donc on a quasiment voilà, 1 an jour pour jour de production non-stop sur la fabrication des murs isolés en paille. Donc on peut voir quelques photos, hein, de l'atelier avec donc le cadrage. Donc cet atelier, comme je le disais, n'étant pas équipé d'outils vraiment industriels, on a conservé uniquement les opérations de montage du mur dans l'atelier. Donc on avait des éléments préfabriqués, déjà pré-usinés, qui nous étaient approvisionnés par nos fournisseurs. Et donc l'atelier servait de montage uniquement des éléments, donc un peu comme des kits, on pourrait le voir, des meubles Ikea, où voilà, ça nous permettait de prémonter le mur, le stocker à l'abri de l'humidité et le transporter sur chantier en fonction des besoins et de l'avancement de l'ouvrage. Pareil pour la logistique, donc là on ne peut pas faire plus local, hein. C'était le transporteur qui était juste de l'autre côté de l'atelier, donc du grillage, un ultra local qui nous mettait à disposition des remorques. Donc assez pratique, on avait une remorque sur le chantier, une remorque sur l'atelier, et donc lui faisait des navettes quotidiennes pour approvisionner le chantier. Sur toute la partie montage chantier, donc là c'est pareil, les équipes de Savard ont accompagné les équipes d'Eiffage Construction Auvergne, donc voilà, main dans la main pour mener à bien ce chantier, aussi bien sur la consultation des achats de fournisseurs bois, sur le suivi des études exé et sur la mise en œuvre chantier. On peut voir sur la petite photo là en bas à droite un système aussi qu'on produit chez Savard, c'est le système de caissons préfabriqués de plancher avec des poutres POSI. C'est un produit qui est relativement intéressant pour les logements puisque on a voilà, une membrure haute, une membrure basse en bois et avec un système de connecteurs triangulés métalliques qui permet de faire passer tous les réseaux nécessaires. Donc, voilà, et ce produit a également des bonnes performances acoustiques. Donc, en retour d'expérience par rapport aux objectifs qu'on s'était donnés sur ce lycée, nous avions visé donc voilà un bâtiment à énergie donc neutre, hein, positive, et donc le résultat, grâce donc notamment aux performances thermiques du bâtiment et au type d'énergie apportée pour son usage, donc des énergies renouvelables, nous avons un bilan BPOS négatif avec donc voilà moins 1 kWh de consommation d'énergie primaire par mètre carré de plancher. Ce qui est voilà, plutôt une belle prouesse. Je rappelle, donc, voilà, on a mis 2000 m² de murs à ossature bois, 2000 m² de panneaux solaires photovoltaïques et donc 2 chaudières de 300 kW avec à granulés de bois. Donc du bois également issu de forêts locales donc avec la société Hermet, il me semble, pour l'approvisionnement en granulés. Pour la partie carbone, donc là aussi, nous visions donc le niveau C2 du label E+C-, donc qui avec des seuils donc pour les produits de construction à 762 donc kilos équivalent CO2 par mètre carré. Et donc nous avons atteint un niveau un peu plus performant de 742 kilos équivalent CO2 par mètre carré de plancher. Et si on compare notre bâtiment par rapport au label biosourcé, donc label biosourcé qui se décompose en 3 seuils, donc le plus haut seuil niveau 3, donc qui demande 36 kg de matériaux biosourcés par mètre carré de plancher, nous avons un peu on fait x4 par rapport à ce niveau-là. Cela, donc on a eu un score de 148 kg de matériaux biosourcés par mètre carré de plancher, et cela est principalement dû justement à l'usage de la paille en tant qu'isolant, quoi. Donc c'est un produit qu'on souhaite valoriser, mettre en avant, parce que si un des atouts de ce type de projet, c'est qu'on a une facilité à fédérer on va dire les collaborateurs autour d'un projet avec une telle performance environnementale. Donc c'est quelque chose qu'on souhaite mettre en avant et puis reproduire tant que possible sur ce type d'ouvrage. Voilà. Merci. S'il y a des questions. Merci beaucoup. Je préfère applaudir la belle présentation.
Hop là. Merci beaucoup, Monsieur Dubois. Alors, ben voilà, j'arrive. Merci. Bonjour, Julien Guédot, Elitis. Moi, j'avais 2 questions. La première, c'est par rapport à la construction bois. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés avec votre bureau de contrôle ou quels ont été les points de discussion principales, s'il y en avait? Et par rapport au photovoltaïque, je voulais savoir si vous étiez en revente ou vous étiez en autoconsommation sur le lycée. Alors, concernant donc, les bureaux de contrôle pour la construction bois, on n'a pas eu de difficultés particulières. C'est plutôt sur l'usage de l'isolant biosourcé, où là, on a dû répondre à la réglementation l'IT 249, où on a dû faire un avis de technique expérimental pour justifier la performance au feu de notre mur, donc avec la mise en place de déflecteurs renforcés sur les façades et l'utilisation d'écrans thermiques sur notre mur, sur notre complexe de murs. Ensuite, sur la structure bois à proprement dit, c'est quelque chose qu'on maîtrise aujourd'hui, donc on n'a pas eu de contraintes particulières, bien que on est sur Clermont-Ferrand, c'est une région sismique, une zone sismique, donc on a eu des sujets quand même sur les dimensionnements d'assemblage avec le renforcement des noyaux béton pour la reprise des efforts sismiques. Ensuite, la question concernant l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques, on n'est pas en autoconsommation, c'est l'énergie qui est redistribuée sur le réseau. Et donc, quand on calcule le bilan BEPOS, c'est sur une production annuelle lissée d'énergie apportée par les panneaux solaires, mais qui est remise sur le réseau. Voilà, on n'est pas en autoconsommation et on n'a pas de stockage d'énergie sur ce lycée. Ouais. Oui. Est-ce qu'il prend en compte les consommations, je ne sais pas si on peut parler d'électrodomestiques dans un lycée, mais en tout cas les consommations de tout l'équipement du lycée? Oui, bien sûr, oui, ça prend en compte toutes les consommations du lycée, aussi bien donc en besoin d'apport de chaleur, de chauffage, et les équipements du lycée, compris logement de fonction. Bonjour, moi je suis étudiant à l'INSA Strasbourg en architecture-ingénierie et je fais un PFE ingénieur sur le bois. Donc merci déjà d'utiliser beaucoup le bois, c'est assez agréable. J'avais une question par rapport aux lékages de circulation en cas d'incendie. Est-ce que vous avez utilisé du CLT ou est-ce que vous avez utilisé plutôt du béton? Est-ce que déjà il y en a ou est-ce que vous avez vous n'avez pas eu besoin pour le projet? Alors bien sûr, il y a eu des besoins. Donc après, ce bâtiment, c'est un bâtiment ERP avec le plus haut niveau de plancher inférieur à 9 mètres. Donc déjà, on n'a pas les mêmes réglementations grâce à ce niveau de plancher. Pour les évacuations verticales, elles se font toutes par des cages béton, donc des cages d'escalier béton, et qui servent également de noyau de stabilité pour le bâtiment. Et ensuite, pour les évacuations horizontales, là, on n'a pas de contraintes particulières, pas à ma connaissance. Donc, il y a eu, c'est du bois qui a été mis en œuvre et puis c'est des circulations relativement ouvertes. D'accord, merci. Et j'avais une autre question. J'ai pas compris pour le revêtement extérieur. Qu'est-ce que c'était exactement? Ah oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé. Faut bien me le dire. Alors, on a 3 types de revêtements extérieurs sur ce lycée. Donc, on a un bardage bois, donc en Douglas également. On a un bardage en zinc, donc toujours avec une lame d'air ventilée, et on a un bardage en pierre de lave, donc pareil, issu des carrières de Volvic, carrières rocheuses de la région d'Auvergne. Ok, parfait. Merci. Alors, encore une autre question? Bonjour, Guillaume Delannoy du CODEM. Je me posais la petite question, à la fin, c'est de pouvoir dupliquer et déployer ce type de construction. Qu'est-ce qui, à votre sens, manque aujourd'hui pour que ce soit un peu la norme, que vous puissiez déployer plus facilement? Est-ce que c'est une question de maître d'ouvrage qui ne veut pas donner le coup? Est-ce que c'est le CCTP qui n'est pas assez ambitieux, qui vous force, entre guillemets, à déployer autant de solutions bas carbone? Comment vous voyez un peu ce qui manquerait pour massifier un peu ce type d'ouvrage? Alors, dans un premier temps, là, concernant ce projet, donc c'était un projet en conception-réalisation, donc c'était vraiment une volonté du groupe de répondre avec des matériaux biosourcés. Ensuite, pour généraliser ce type d'ouvrage, je pense qu'on en parle de plus en plus. C'est quelque chose qui rentre gentiment dans les mœurs. Et à mon sens, c'est principalement une raison de coût, bien que grâce à des retours d'expérience tels que ce lycée, on arriverait aujourd'hui à trouver des solutions pour essayer d'optimiser au maximum
coûts de construction de ce type d'ouvrage, quoi. Merci beaucoup. Voilà, j'allais dire encore une question. Après, je pense qu'on passera à l'intervenant suivant. J'aurais juste un commentaire au nom d'Eiffage. Effectivement, pour répondre à votre question, tout ça se fait étape par étape. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour répondre à votre question sur le coupe-feu, etc., on a commencé par des petits bâtiments avec des cages d'ascenseurs en CLT. Puis ensuite, on les a fait en ossature. Et puis ensuite, on a fait une tour Hyperion de 50 mètres, R+16. Et c'est là où, justement, c'était des laboratoires où on a passé sur nos tours Hyperion. On a utilisé à peu près le même système de dalles et de façades entièrement bois, où on a fait brûler des étages complets au CSTB, on a fait, etc. Et tout ça, effectivement, et on arrive maintenant, effectivement, à une quintessence de tout ça qui arrive là-dessus. Mais ça s'est fait par étapes. Et puis la dernière question, la dernière réponse que j'ai à vous proposer, c'est regardez, on dit pourquoi on généralise pas, mais regardez aujourd'hui quand même le nombre de constructions bois que l'on fait. C'est quand même énorme. Alors on va arriver, aujourd'hui on a que 10, il reste encore 10 à 15% de la quantité de bois produite en France, donc on a encore de la marge par rapport à ça. Mais arrivé un moment où la matière première va aussi s'arrêter. Et donc voilà, donc ça passera par un remembrement de la forêt française, politiquement, le jour où il y a un gouvernement qui fera ça, voilà. Mais effectivement, c'est les limites aussi de la matière première qui est ici. Merci Monsieur Dalle pour ce complément de retour d'expérience également. Est-ce que c'est tout bon? Je vous propose encore une petite... Allez. Oui, sur l'aspect coût, aujourd'hui souvent quand on parle de construction ossature de bois, on associe ça à un coût de travaux plus élevé. Chez Eiffage, vous en avez rappelé une grande expérience maintenant de la construction ossature bois. Est-ce que vous arrivez à des niveaux de coûts compétitifs aujourd'hui sur le bois? Est-ce que vous sentez ça venir? Est-ce que par exemple vous pouvez me donner un coût de construction au mètre carré du lycée peut-être? Je sais pas si tu veux répondre, Hervé. Bon, il y a plusieurs types de projets, effectivement, si on veut chercher à atteindre un niveau un coût aussi bien concurrentiel à des bâtiments traditionnels, on va chercher à avoir une optimisation déjà architecturale. Donc sur des bâtiments de logement, on va essayer de tramer au maximum et standardiser au mieux le produit. Le lycée, en termes de coût, c'est peut-être pas une référence, puisque voilà, c'était plutôt un prototype, un totem, qui a servi à développer ce produit. Et donc le coût du lycée, voilà, forcément, il est bien plus important au mètre carré qu'une construction traditionnelle, quoi. Demain, est-ce qu'on arrivera à avoir les mêmes coûts? On s'en approche sur des projets qu'on essaye de mettre en avant là, avec des ossatures un peu plus simples, bien tramées et standardiser au maximum les process de fabrication, quoi. Donc voilà, demain, on arrivera à atteindre les mêmes niveaux de coûts qu'une construction traditionnelle. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Dubois, pour ce retour d'expérience. Je vous propose de partir dans les Vosges, cette fois-ci, avec Monsieur Vignon, qui va nous présenter un projet de construction voilà, sur la ville d'Épinal. Très bien. Ça marche. Bonjour à tous. Alors, attendez. Hop, voilà. Merci d'être présent aujourd'hui. Alors nous sommes les constructeurs du bois, nous sommes promoteurs immobiliers, on n'a pas la dimension ni l'expérience et l'échelle d'Eiffage, mais je vais ce matin vous présenter un bâtiment qu'on a réalisé dans nos éco-cities, hein, c'est comme un éco-quartier, avec une destination et un montage un petit peu particulier. Il s'agit du bâtiment de la coloc pour des étudiants de l'ENSTIB, donc l'école d'ingénieurs du bois qui se trouve à Épinal. Et je résume souvent moi le rôle du promoteur immobilier comme un rôle de chef d'orchestre, parce que nous on est une petite équipe, on est 12 personnes. Et on mobilise aussi bien les charpentiers que les menuisiers, que les bétonniers locaux, pour essayer de privilégier à chaque fois les circuits courts. Alors j'étais très intéressé par votre présentation tout à l'heure, parce que vous avez des tas de critères et des tas de labels, et ça c'est quelque chose que nous, il faut qu'on structure pour pouvoir mettre ça en place en interne, mais je pense qu'on n'est pas loin du tout des chiffres que vous avez présentés, par exemple sur l'utilisation de bois et de biosourcés au sein de nos constructions.
Voilà. Vous avez donc la photo de ce bâtiment. Ça tombe bien parce qu'on a fait l'inauguration il y a un petit peu plus d'un mois. En fait, ce que je voudrais vous démontrer aujourd'hui, c'est que la construction bois et biosourcée, dans une démarche d'éco-city et puis d'impact bas carbone, c'est aussi avant tout une intelligence collective. En tout cas à notre niveau. Et cette intelligence collective, nous, on a travaillé déjà avec des élèves ingénieurs, des élèves de l'école d'architecture de Nancy, la collectivité, et nous, on s'est tous mis autour de la table pour essayer de trouver quelque chose et dire c'est quoi le vivre ensemble demain et le bien vivre ensemble. Alors, je vais vous présenter cette présentation autour de 4 axes principaux. Déjà, donc, cette réflexion qu'on a menée. Ensuite, une opération de déconstruction et réemploi, parce que ça aussi, ça fait partie. Hier, M. Binschneider le soulignait dans sa présentation. Plus on utilise aujourd'hui de matériaux qui peuvent avoir une seconde vie, eh ben, c'est encore mieux. Donc c'est ce qu'on a fait sur ce site. Et puis, je vous parlerai du montage innovant sur l'aspect structurel juridique, parce que c'est assez intéressant. Et puis, je vous dirai pourquoi c'est une réussite et à notre niveau. Voilà. Alors, la réflexion, elle est assez simple. En fait, quand je dis que le chef d'orchestre, le promoteur immobilier est un chef d'orchestre, c'est qu'on a commencé à travailler à partir de 2018. Avec le master ingénieur de l'école du bois, là, l'ENSTIB, qui ont travaillé par 3 et 4 équipes en disant, avec une thématique, c'est quoi un écoquartier pour vous demain? Comment vous verriez cet écoquartier? Donc, ils ont travaillé, aussi bien ingénieurs de l'ENSTIB bois, donc, et puis école d'architecture, et ils nous ont présenté 4 résultats pas de concours, mais en tout cas de réflexion. Là, vous en avez un exemple, avec un mix entre une place pour le marché, des logements sociaux, une résidence étudiante, une halle couverte, et puis des logements privés. Bien entendu, on a travaillé avec la collectivité auparavant, parce que c'est bâtir un éco-city au sein d'une ville, ça veut dire que l'éco-city va aussi faire partie intégrante de ce renouveau de quartier qui avait été décidé par la collectivité, enfin par la ville d'Épinal. Et c'est toujours bien de travailler en adéquation avec eux pour avoir un projet après qui aboutisse. On se définit, nous, comme éco-promoteur. Donc, mon PDG, qui est aussi originaire de la promotion, je crois, 94 de l'ENSTIB, a toujours eu cette connexion avec le bois et a intégré ces valeurs, en tout cas dans notre stratégie, à savoir l'utilisation du biosourcé, le bien vivre ensemble, avoir cette mixité sociale, et puis on a développé notre propre charte EcoCity, parce que vous avez, comme moi, certainement constaté des fois des quartiers de villes qui s'appellent écoquartiers. Mais sincèrement, on se demande ce qu'ils ont d'écoquartiers. Donc nous, on a développé notre propre charte autour de 3 thématiques: l'humain, le bâtiment et l'environnement. L'humain, parce que aujourd'hui, notre client final, quand même, ça va être l'habitant, ou en tout cas le locataire de nos résidences et de nos logements. Donc il faut essayer de l'intégrer pour savoir ce qu'il veut. Le bâtiment, c'est toutes les solutions qu'on peut mettre en œuvre. Alors, mur-ossature bois, laine de bois, et puis toiture végétalisée, enfin des choses comme ça. Et puis sur l'environnement, on essaye d'étudier. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a une connexion assez importante avec la collectivité, parce qu'on ne fait pas le même projet en fonction d'une implantation sur les bords de la Moselle où il y a une piste cyclable et tout est piétonnier, qu'en banlieue de Nancy où il n'y a aucun transport en commun et on est obligé d'avoir une voiture. Là, par exemple, dans notre éco-city d'Épinal, on a essayé de sortir la voiture au maximum pour qu'il y ait vraiment une mini-ville au sein de ce quartier et que les gens puissent accéder facilement en transport en commun ou avec les Vélib spinaliens. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en ligne de compte. C'est pour ça qu'on a cette dimension avec l'environnement. Alors, une opération de déconstruction et réemploi. On a fait un vrai travail sur mesure. En fait, on s'est installé sur une ancienne friche industrielle, textile,
les industries Bragard, pour certains qui connaissent, où il y avait un atelier de confection et de tissage. Ça fait encore partie de l'intelligence collective, parce qu'on a mobilisé autour de cette opération plusieurs acteurs, à savoir 2 associations de réinsertion qui ont pu former leurs salariés, entre parenthèses, sur le démontage de parquets, de solives, sur la qualification de matériaux, tout ce qui pouvait être les menuiseries, fenêtres, portes, les dalles, enfin voilà. On a mobilisé la collectivité qui a fait une matériothèque d'une 20aine de pages et qu'on a diffusée sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et puis, on a organisé 2 journées portes ouvertes au public, donc qui, 2 samedis matins, sont venus acheter l'un du bois, l'autre des fenêtres, des ferronneries et autres. Bon. Alors, c'est une opération à l'échelle locale. On a fait 4 000 € de bénéfices qui ont été reversés directement à ces associations de réinsertion. Mais la pérennité de cette action était quand même assez intéressante, puisque on est de plus en plus, alors sur le territoire d'Épinal, sur des opérations de déconstruction. Et ces salariés de ces associations de réinsertion ont été formés et sont aujourd'hui sur quasiment tous les chantiers. Donc c'est une dimension sociale très intéressante. Donner aussi une seconde vie aux matériaux, c'est hyper important. Et là, on a mobilisé la compétence technique du cri de bois qui est associée avec l'ENSIB pour requalifier et recaractériser les solives qui avaient été démontées, pour qu'on puisse les utiliser. Voilà. Concernant les gravats, ils ont été compactés et puis modulés pour être réutilisés en tant que génie civil sur le site, et puis sur un autre chantier à peu près à 10 km du chantier d'Épinal. Vous avez donc là quelques photos qui illustrent le démontage de ce bâtiment principal. C'était pas une mince affaire. Montage innovant. Alors, j'aurais peut-être dû, en préambule, vous présenter cette colloque. Grosso modo, cette colocation, elle fait 55 logements sur 4 niveaux, enfin 3 étages, pardon, et puis un rez-de-chaussée actif. En fait, l'idée, en amont, a été de travailler avec les ingénieurs de l'ENSIB et qui ont dit, voilà, nous, ce qu'on a besoin en colloque, c'est d'avoir un espace repas où c'est convivial, tout le monde est à l'aise, et puis un espace plus détente. Et autour de ces 2 espaces communs, on a fait des satellites avec un propre bloc sanitaire, lit et puis espace de travail. Vous voyez aussi un espace de travail commun qui est à chaque niveau pour avoir encore cette convivialité. Quand je parle du montage innovant juridique, on a mobilisé 98 anciens élèves de l'ENSTIB qui sont tous devenus actionnaires de cette SAS. Donc aujourd'hui, on a eu un capital de 760 000 € qui nous a permis donc de mobiliser des fonds pour la construction de ce bâtiment. La gestion et l'exploitation est donnée à l'association des anciens élèves de l'ENSTIB, qui a son bureau directement dans le bâtiment. Et encore une fois, on a adapté ce bâtiment par rapport aux besoins des futurs habitants qui étaient ces étudiants. Le système fonctionne tellement bien que l'hôpital d'Épinal, qui avait aussi un hôtel pour les internes, est venu par hasard visiter et nous a dit, mais écoutez, c'est exactement ce qui convient à nos internes qui viennent chaque année. Et ils vont aussi participer à la vie de cette colloque, puisqu'ils vont l'intégrer très très prochainement. Alors, une réussite, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je me permets, mais c'est vrai qu'encore une fois, à notre échelle, c'est quelque chose d'important et sur lequel on peut communiquer. Déjà, les circuits courts. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous, on travaille sur le massif vosgien. Notre fabricant de charpente, il est à 30 km de chez nous. Et on sait qu'il s'approvisionne à 100% sur des scieries vosgiennes. Donc, on peut même aller jusqu'à dire que c'est du bois, en tout cas pour l'ossature, à 100% qui vient du massif vosgien. Le mélèze, malheureusement,
il venait de Russie, mais avec la guerre d'Ukraine, maintenant on va prendre du Douglas, donc ça sera encore du bois français. Ensuite, sur la laine de bois, on a la chance, nous, d'avoir l'unité de Pavatex, de Soprema, qui est à 4 km de notre site. Donc voilà, on ne se prive pas, c'est-à-dire que le bilan carbone il est encore meilleur. Sur le béton, on travaille avec une entreprise locale qui fait son béton à partir du sable de la Moselle. Donc là, on est encore dans moins de 10 km autour de chez nous. Et puis après, tous nos artisans qui travaillent sur nos programmes, ils se trouvent dans un rayon de 5 à 20 km de chez nous. Donc on est vraiment sur les circuits courts, on est très très bon. D'autant plus qu'on a pu réutiliser certains matériaux par rapport à l'opération de déconstruction. Donc le bâtiment bois et biosourcé, bien entendu. Alors nous, dans notre fabrication, je suis désolé, j'ai pas mis énormément de photos sur mon PowerPoint. On fait tout ce qui est fondation et colonnes d'ascenseur en béton pour donner l'inertie du bâtiment. Et après, tout ce qui est plancher, plafond, mur, tout ça est en bois. Voilà. Vous aviez posé tout à l'heure une question par rapport à la sécurité. Et nous, on a eu beaucoup de mal de laisser le bois apparent. Dans certaines pièces communes, parce qu'on utilise le Kaidobo, enfin c'est un produit suisse qui s'appelle Techwood, où c'est du bois résineux qui est chevillé avec des chevilles de hêtre, avec un niveau d'hygrométrie un peu différent, ce qui permet de maintenir le tout. Mais donc ça fait du CLT sans colle, donc ça c'est quand même tout bénef. Mais on a eu beaucoup de mal, quand le bureau de contrôle est passé, de dire ça on laisse apparent et ça on laisse apparent. Donc c'est un peu gênant. On veut faire la promotion du bois, et puis on se retrouve avec des contraintes, parce qu'il n'existe pas grand-chose. Même si vous dites aujourd'hui, on utilise de plus en plus, on a encore quand même cette contrainte-là. On a la chance aussi, Épinal, qui est une ville un petit peu vertueuse, qui a mis en place des réseaux de chaleur urbains. Donc il y a 3 chaudières biomasse au sein de la ville, et nous on a pu se connecter, ce bâtiment-là en tout cas, sur le réseau de chaleur urbain. Donc ça c'est encore tout bénef pour les futurs utilisateurs. L'utilisation des murs ossature bois, tout ça, pour les spécialistes, vous savez comment ça se passe, c'est quand même assez rapide. Donc là on a mis 12 mois pour construire le bâtiment, c'est plutôt performant. 55 logements, je vous l'ai dit, donc il y a un rez-de-chaussée actif, une pharmacie, une micro-crèche, des bureaux. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu faire aussi de la mutualisation. On en parle beaucoup, en fait, sur le papier, on dit tiens, on peut mutualiser ça et ça, et puis une fois qu'on le met en pratique, c'est un petit peu plus compliqué. Là, la micro-crèche avait besoin d'une laverie, les étudiants avaient besoin d'une laverie, et il y a un espace commun au milieu du rez-de-chaussée, où il y a 5 machines à laver, et puis 3 séchoirs, et sont utilisés de part et d'autre par les utilisateurs, soit de la micro-crèche, soit des étudiants. Également les services, on est au sein de l'EcoCity, donc là la ville va installer un parking de vélos électriques, et puis il va y avoir un service de conciergerie et de réparation de vélos, donc qui sera à disposition de tous les habitants. Je parlais de mixité sociale tout à l'heure, on a 4 bâtiments sur l'EcoCity, on en a livré 2 au mois de mars à l'Office public d'habitat d'Épinal, un pour cette coloc, et on en fait un 4e là pour l'accession privée. On fait les fondations à partir de la semaine prochaine. Voilà. On est dans ce bien vivre ensemble, puisque aujourd'hui, quand on interroge les gens qui sont même à l'Office public d'habitat, ils sont très contents d'être là. Fin octobre, ils n'avaient encore pas mis le chauffage, donc ce qui est quand même assez surprenant pour eux, qui n'ont pas l'habitude, généralement dans les logements sociaux, puis de mettre leur chauffage à fond. Et là, avec une qualité de vie et puis un air qui est beaucoup plus sain. Donc le témoignage des habitants est pour nous très important, et on en est très content. La nature en ville, donc voilà, on recrée ce petit quartier, et puis cette mixité sociale donc, qui est pertinente. Quelques chiffres. Alors moi je suis pas un spécialiste, excusez-moi, moi je suis plutôt sur la fonction développement et marketing, mais sur cette coloc étudiante, on a utilisé 1700 mètres cubes de béton pour le rez-de-chaussée donc et l'ascenseur, contre 900 mètres cubes de bois pour les 3 niveaux. Donc vous avez un ratio de 6 grosso modo. Et puis concernant la masse, on a 3600 kg au mètre carré pour le béton, et 325 pour le bois. Donc bilan carbone pour cette coloc, il est de 392 tonnes,
Si on avait fait tout en béton, il aurait été de 545 tonnes. Donc on a réduit de 45% les émissions de CO2. Notre projet, nous, si vous voulez, c'est le premier EcoCity qu'on a réussi à développer dans sa totalité, et c'est quelque chose aujourd'hui qui parle encore aux collectivités quand on va démarcher. Alors, nous, on se développe sur le sillon de la Moselle, hein, Nancy, Metz, et puis maintenant on est à la frontière luxembourgeoise du côté de Villerue et Audun-le-Tiche, et c'est quelque chose c'est un discours qui plaît, et on a la facilité quand on fait des démarches commerciales, d'inviter les gens à Épinal et de leur faire visiter nos différents chantiers, parce que pour nous, en tout cas, le territoire a été un territoire d'expérimentation et de prototype. Et on a 4 maisons médicales sur un rayon de 5 km, une résidence senior, des collectifs, et maintenant c'est EcoCity. Donc en une demi-journée, on peut montrer aux partenaires, aux futurs clients, tout ce qu'on sait faire. Et on a même organisé d'ailleurs, parce que dans la partie amont, je vous parlais de Villerue, on travaille avec l'établissement public d'aménagement, l'EPA, donc il y a une opération d'intérêt national sur toute la frontière luxembourgeoise, et on a fait une journée sur toute la filière bois dans les Vosges. On a été voir notre scieur, qui est à côté de Saint-Dié, on a été voir notre charpentier, et puis on a été voir toutes les réalisations qu'on a faites, et ils ont été très très impressionnés. Et c'est vrai que les industriels aiment bien jouer le jeu, en tout cas quand c'est pour la bonne cause. Et c'est vrai que l'EPA, si demain, dans son cahier des charges et dans ses appels d'offres, intègre de plus en plus cette notion de bois et par rapport à ce qu'on sait faire. Je vous remercie de votre attention et à votre disposition pour des questions, si je peux y répondre. Merci Jacques-Alexandre, merci pour ta présentation. Alors, j'arrive. Bonjour. Vous avez dit que le cri de bois avait recaractérisé les solives démontées pour pouvoir les réutiliser. Alors, est-ce que c'est une recaractérisation pour pouvoir les réutiliser en éléments structurels ou pas? Et vous avez parlé de réemploi, réutilisation dans le cadre de cette construction ou rénovation. Du coup, je voulais savoir qu'est-ce que vous aviez réutilisé Alors, c'est bien une recaractérisation pour savoir si les matériaux structurellement étaient encore bons, hein, tout simplement. Et puis, on les a réutilisés dans les plafonds de la coloc au 3e étage. Voilà. Bon, alors, il y en avait pas. La surface du bâtiment, là, on a 2200 mètres carrés à peu près de surface habitable. Le bâtiment qu'on a déconstruit était moindre, donc. Voilà, et toutes les solives n'étaient pas bonnes. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé avec eux et on a réutilisé. Vous avez réutilisé d'autres choses? Nous, non. Parce que tout le reste a été vendu. Donc, alors ça, l'opération de déconstruction, réemploi, c'est très valorisant. Mais il faut avoir le temps de le faire. C'est-à-dire qu'on a pu déconstruire ce bâtiment parce qu'on construisait les 2 premiers bâtiments de l'EcoCity juste à côté, quoi. Là, on a une autre opération avec le démontage d'un EHPAD en plein centre. Je ne pense pas qu'on puisse faire la même opération parce qu'on sera contraint par le temps et la déconstruction prend du temps, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Alors, je ne saurais pas vous dire de bêtises parce que je ne maîtrise pas ce montant. En revanche, par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure sur le coût béton ou bois, nous, on a quasiment le même tarif. Aujourd'hui, c'est vrai que les circuits courts font que on n'a pas eu d'impact, nous, sur les hausses matières, ou quasiment pas. Je citais l'exemple hier du BA13, oui, mais mon chef dit tout le temps, il y a 30 ans, il était à tel coût, il y a 4-5 ans, il était encore au même coût, grosso modo. Donc il y a une hausse des matériaux, mais qui n'est pas impactante. En revanche, aujourd'hui, sur la construction bois, on est au même prix que le béton. Donc voilà. On est en sortie prix, alors je vais vous donner une indication, mais en prix public, hein, on est autour de 2800, 3000 euros du mètre carré pour des logements.
Non, en vente. En vente. Merci beaucoup, Jacques-Alexandre. Je ne sais pas s'il y a encore une question, sinon je vous propose de passer à la dernière intervention. C'est tout bon? Alors, parfait. Du coup, je vous propose de partir un peu hors France et on va passer en anglais. I will introduce Alexandra Misgod from Werner Sobrecht, and she will speak about a really nice realization. And so I give you the floor to you, Alexandra. Thank you. So, good morning, everyone. My name is Alexandra from Werner Sobrecht, and I'm pleased to present you today the key to sustainability, zero emission and zero waste, based on the example of the UMA unit in the research building Nest. But first of all, I want to introduce the company Werner Sobrecht. It was founded 30 years ago by Werner Sobrecht himself, and currently it has 350 employees worldwide. In addition to the main office in Stuttgart, where I work as well, there are 9 other branches worldwide. You can find the branches and offices on this map in blue, in red, sorry, and in blue the completed projects. We cover different disciplines, structural and facade design, architecture, or technical building services. The overall goal is to create a built environment that is breathtaking beautiful while also serving the interests of future generations. And we want to make emission-free structures for more people with less material by producing exceptional design, innovative structural solutions, and holistic concept that minimize our impact on the environment. And one of these innovative projects is the UMA unit in the research building Nest. UMA stands for the Urban Mining and Recycling. The unit is part of the Nest Research Building on the campus of the Swiss Federal Laboratories for Material Science and Technology in Dübendorf, Switzerland. NEST stands for Next Evolution in Sustainable Building Technologies. The unit can be found in the middle of this picture. It's the one with the copper-colored facades. The building design, created by Werner Sobrecht in collaboration with Dirk Hebel and Felix Heisel from the Karlsruhe Institute of Technology, demonstrates how a responsible approach to dealing with our natural resources can go hand in hand with appealing architectural form. The project is underpinned by the proposition that all the resources required to construct a building must be fully reusable, recyclable, or compostable. This places life cycle thinking at the forefront of the design. Instead of merely using and subsequently disposal of resources, they are borrowed from their technical or biological cycle for a certain amount of time before being put back into circulation once again. Such an approach makes reusing and repurposing materials just as important as recycling and upcycling them. This conceptual emphasis means that UMA functions simultaneously as a material laboratory and a temporary material storage. Here you can see the initial situation in Dübendorf for all experimental units. Visitors can learn about all the materials and products used in the projects at the entrance to the unit and in the dedicated material library. The UMA unit is not just a material storage, but also a public repository of information that is intended to serve as a model example and a source of inspiration for other building projects. UMA wants to make a contribution to the paradigm shift that is required in the construction industry. Here you can see an isometric view of the Nest unit. It is a 3-room apartment which was temporarily used for monitoring and analyzing.
The building, which is created in on the basis of a modular construction concept, is fully prefabricated and tested in the factory. These are pictures from the prefabrication process. The supporting structure and large parts of the facade, which you can see on this picture, consists of untreated wood, and this is a material that can be reused or composted after the building is dismantled. The facade also includes aluminum and copper, two types of metal that can be separated out cleanly, melted down, and recycled. The modules were transported to the site by trucks and then were inserted sideways into the platform by a mobile crane. The following approaches lie at the heart of the design: temporary removal and borrowing instead of permanent acquisition and disposal, maximal modularization and prefabrication, the potential for all materials and products to be extracted cleanly, separated out, and sorted. This means all materials of the building can be reprocessed, reused, or composted. It also means that all connections between the materials are either screwed, plugged, or clamped. This is an overview of used materials in the building, at least some of them, not all of them. The interior of the unit contains an extremely diverse range of serially manufactured building products. And here, once again, the material is shown in a different way. Among the technologies used here are cultivated mycelium boards, innovative recycling bricks, repurposed installation materials, leased floor coverings, and a multifunctional solar thermal installation. Some of the products will be presented in detail now. For example, the glass ceramic. It is 100% reusable and recyclable. The Magna glass ceramic is a very durable, translucent material. The color of the material depends on the color of the raw material used in production, and the glass waste is first broken into pieces and then undergoes a complex sintering process without the addition of binders or the use of pressure, only utilizing temperature and time. Subsequently, the sinter plates are slowly cooled in controlled condition. In a final processing step, the raw plates are calibrated, on request polished, and cut in final dimension. Here, in the Nest unit, it was used as wall cladding in the bathroom, for example, instead of conventional ceramic tiles, which need to be glued and cannot be recovered without destruction. The next one is the so-called black dapple sheets, made from recycled plastics, in this case from recycled bottle caps, and is available in different color combinations. Depending on the raw material and its color, the end product has a certain translucency. The material has a high hardness and density, good UV and weather resistance, and moderate scratch resistance. Dapple sheets are 100% waterproof, and the massive material can be cut, drilled, and milled. And in the Nest unit, it was also used as wall cladding in the bathroom. Our next material is E-Core. It is 100% recyclable. E-Core products are flexible, high density, compression molded fiber boards made from 100% waste cellulose. The plates are formed by water, heat, and pressure without any other additives. And in the Nest unit, it was used as cabinets fronts in the kitchen. And in the background, you can find our next materials. It is the waste-based bricks, which form a rotating wall in the living room. The bricks were stacked on each other, as you can see in the right picture, and not connected with mortar, so they can be disassembled very easily.
Stone Cycling is engaged in the design, development, and manufacturing of building materials from mineral construction waste. Depending on the composition, the waste-based bricks are available in different colors and textures and are named according to their appearance. The construction material meets industry standards and can be used indoors and outdoors. Once again, the waste-based bricks in a detail view, and also the lamp you can see on this picture was designed exclusively for the project. It can be disassembled into all individual parts. And this is our last material for today. It is shredded and compressed beverage cartons. The board material is durable, moisture resistant, and contains no volatile organic compounds. Its most common use is as alternative to gypsum boards in drywall construction. As you can see here in the last picture on the right-hand side, and in this case, the construction was left visible to the visitors and users of the unit. And I think there are many more interesting materials and construction solutions in this project. I hope the small insight today was a good inspiration for you. Thanks for your attention, and I'm happy to answer any questions. Thank you, Alexandra. So do you have any question for Alexandra? Hi, so I'm a student in Strasbourg in architecture and engineering. I was wondering what type of structure was involved in the building, or did you sorry, completely forgot my question. And did you use any more structure after? Well, sorry, difficult. Did you use, any structural materials by doing this project? I don't know if it was clear enough. Sorry. So it's only wood. Yeah. So the untreated wood, because like the initial situation, you saw the big concrete cantilever that was, already done by the institute from the Switzerland University, and then it was only the modules, but all the structural parts of the models are wood. Okay. And also for the wood, but not the structural ones, because we see a lot of panels on the floors. Mm-hmm. Is it glued or is it all timber? No. Only timber. It's only clamped somehow, or it's just as light on each other, and it's not connected. So because any material need to be sorted cleanly after use, and so nothing is glued, nothing it's with mortar or something. Okay, thank you. Welcome. Yes. Well, I was really impressed by the diversity of materials you used in your project. My question is about the project management in this case. Mm-hmm. How did you do to source all these new materials that were, I don't know, I've never seen those materials elsewhere. And so how did you source the materials, and what was your methodology for prefabricating elements? I saw that I think the heating system was also prefabricated, mm-hmm. and then put inside the building. So I have to be honest, I was not involved in the process of choosing all the materials. That were my colleagues from Stuttgart. But I think it was, it took a lot of time, and it took a lot of different contacts to different manufacturers and different companies. And they really sit together on the table, and they explained the aim of the project, and they work together to find a solution how they can make this happen. And of course, some of the materials and products are just exclusively for this
project, but hopefully we'll find a way in the market after showing that it really works and it can be used in buildings, really. The Tetra Pak material, is it just something to decorate the room, or is it really like an inside wall? Yeah, it's an alternative for gypsum walls. So for dry wall construction, so you can also cover it with, you can paint it or something. You can add another cladding on it. It has different properties than gypsum wall. For example, like the fire resistance and things like this are not that strict like in other cases, but you can use it for dry wall constructions. Do you have any? I have one. Yes, perfect. Sorry for my English. In fact, if I have a good understanding about your presentation, you just a demonstrator of using new materials, but do you think before about economic cost of this? Yeah, so this is a different situation in a research project. You have maybe more money available as in usual projects in the real life, but it has the aim to show that it's possible, and as often we use those materials, they will be cheaper. So we need to start somewhere, and of course, sometimes in the beginning it is not that cheap. How we are used to, but we need to start to change those processes and to think other ways. Thank you very much, Alexandra. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? C'est tout bon. On termine presque à l'heure, c'est parfait. En tout cas, merci beaucoup pour ces différentes présentations en différents endroits géographiques et puis avec des acteurs de différents types également, de différentes tailles également. Donc c'est intéressant aussi pour ce retour d'expérience sur les constructions de demain, de manière générale. Merci à vous tous, toutes et tous, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce retour d'expérience et à plus tard du coup sur le colloque Build and Connect. Merci. Rejoignez-nous dès maintenant pour faire partie de ceux qui agissent et retrouver tous nos contenus sur notre plateforme communautaire www.buildandconnect.eu. Un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, le pôle qui accompagne l'innovation des industriels, des maîtres d'ouvrage et des entreprises de la filière du bâtiment pour passer d'un modèle carboné à un modèle décarboné, sain et respectueux de l'environnement, œuvrant pour l'adaptation au changement climatique.